Les matinales de KPMG. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mardi 4 avril 2023, enchanté de vous retrouver sur les ondes de Radio KPMG pour vous présenter l'essentiel de l'actualité comptable, financière et extra-financière. Au micro, Laurent Chillet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. En novembre 2022, l'autorité des normes comptables a publié un nouveau règlement intitulé « Modernisation des états financiers ». Nous avons déjà eu l'occasion, Laurent, d'évoquer ce texte sur nos ondes, mais nous souhaitions y revenir plus en détail aujourd'hui. Oui Hélène, car ce règlement pourrait s'appliquer aux comptes individuels par anticipation dès l'exercice 2023, sous réserve bien entendu de son homologation. Disparition des transferts de charges, réduction des modèles de bilan et de compte de résultat, révision de la nomenclature des comptes et surtout définition du résultat exceptionnel, une première en comptabilité française. Des nouveautés structurantes que les entreprises vont devoir assimiler et surtout auxquelles elles vont devoir se préparer. Dans le dossier du mois, vous décrypterez, Hélène, ce texte avec notre invitée, Sonia Moulinier, associée au sein de la doctrine comptable de KPMG France. Mais avant cela, Laurent, quels sont les titres à la une de l'actualité financière ? À la une aujourd'hui, de l'actualité sociale tout d'abord, la réforme des retraites, adoptée par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale et en cours d'examen par le Conseil constitutionnel. L'actualité juridique ensuite, avec une remise en cause par le tribunal de commerce des distributions de réserves en dehors de l'Assemblée générale annuelle d'approbation des comptes. Enfin, nous prodiguerons, Hélène, comme nos auditeurs en ont l'habitude, nos conseils de lecture à la fin de ce journal. Le journal. Ouvrons donc ce journal avec l'actualité sociale et la réforme des retraites. Ce texte, adopté par la loi de financement rectificatif de la sécurité sociale le 20 mars dernier, est en cours d'examen par le Conseil constitutionnel. Tout à fait, Hélène, et le Conseil constitutionnel devrait rendre ses conclusions le 14 avril prochain. Sous réserve de la conformité à la Constitution, les premières dispositions du texte entreraient en vigueur à partir du 1er septembre 2023. Il faut donc être encore un peu patient, mais d'ores et déjà, que peut-on dire de cette réforme ? Cette réforme prévoit un report progressif de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Elle accélère le calendrier de mise en œuvre de l'allongement de la durée de cotisation à 43 annuités, dont le principe avait été défini en 2014 lors de la précédente réforme des retraites, dite réforme Touraine. Ces dispositions emblématiques font l'objet d'aménagements pour prendre en compte les situations particulières, notamment les carrières longues et le travail des femmes mères de famille. En synthèse, disons que cette réforme comporte deux types de dispositions, les premières qui portent sur l'évolution des droits à la retraite et les secondes qui s'attachent aux enjeux de cette évolution en termes d'emploi des seniors et d'allongement de la durée d'activité. Nous n'en dirons pas plus aujourd'hui et nous recommandons vivement à nos auditeurs d'écouter l'édition des Sociales diffusée hier, le lundi 3 avril, une édition consacrée intégralement à cette réforme. Nos auditeurs peuvent le faire à tout moment dans notre application mobile Radio KPMG. Sur le plan comptable, Laurent, quelles vont être les principales conséquences de cette réforme des retraites ? La conséquence comptable la plus significative portera sûrement sur la provision pour indemnité de départ en retraite via le report de l'âge légal de 62 à 64 ans et son traitement comptable, notamment dans la perspective de l'arrêté des comptes au 30 juin 2023. Mais nous en saurons plus très rapidement et nous en tiendrons, bien entendu, informés sur ces ondes. Poursuivons ce journal avec l'actualité juridique. Le tribunal de commerce de Paris a remis en cause cet automne la pratique visant à procéder à des distributions exceptionnelles de réserves en dehors de l'Assemblée générale annuelle d'approbation des comptes. Oui, et dans ce domaine, je pense qu'il est nécessaire de rafraîchir la mémoire de nos auditeurs. En effet, il ressort de la lecture du Code de commerce deux interprétations. Selon la première, toute assemblée générale peut procéder à la distribution de sommes prélevées sur les réserves. Jusqu'à présent, cette position était bien établie, considérant que, n'étant pas interdite par la loi, la distribution de réserves et du report à nouveau, en dehors de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, était autorisée. La seconde interprétation ? La seconde interprétation, beaucoup plus stricte, conclut que seule l'Assemblée générale annuelle d'approbation des comptes peut procéder à la distribution de sommes prélevées sur les réserves. C'est cette seconde position que le tribunal de commerce de Paris a retenue.
S'agissant d'un jugement de première instance susceptible d'appel, voire de cassation, il convient de rester mesuré sur la portée de cette décision qui remet en cause une pratique largement répandue. Par conséquent, il nous semble sage de limiter, actuellement, les distributions de réserves, primes ou reports à nouveau dans le seul cadre de l'Assemblée générale annuelle d'approbation des comptes. Avant de refermer ce journal, Laurent, quelles sont les principales publications du mois de mars à signaler à nos auditeurs ? Je signalerai bien sûr le traditionnel numéro d'IFRS en bref, accessible sur kpmg.fr, et j'ajouterai en conseil d'écoute la nouvelle édition de Cap Gouvernance, diffusée le 30 mars dernier, qui porte sur la cybersécurité, un sujet toujours d'une actualité brûlante. Une émission disponible bien entendu sur kpmg.fr et également dans notre application Radio KPMG. Ce journal est maintenant terminé. Je vous retrouve tout de suite avec notre invité. Le dossier du mois. Le dossier du mois est aujourd'hui consacré au règlement 2022-06 de l'Autorité des normes comptables relatif à la modernisation des états financiers, un règlement qui va modifier le plan comptable général. Nous avons convié Sonia Moulinier, associée au sein de la doctrine comptable de KPMG et également membre de la commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, pour faire le tour des principales nouveautés introduites par ce texte et aussi examiner les questions qu'il soulève. Nous prodiguerons également quelques conseils pratiques aux entreprises pour se préparer à l'adoption de ce règlement. Bonjour Sonia. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Avant de nous intéresser au fond, Sonia, il est nécessaire de donner à nos auditeurs quelques éléments de contexte. Quels sont les objectifs poursuivis par ce texte de modernisation des états financiers ? Le principal objectif, Hélène, de ce texte est la mise à jour et la simplification des comptes annuels. Il permet également de répondre aux besoins croissants de digitalisation de l'information financière. Cela se traduit par une réduction des modèles de bilan et de compte de résultats, une révision de la nomenclature des comptes et la disparition de la technique de transfert de charges. L'autorité des normes comptables profite de ces changements pour définir le résultat exceptionnel, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, et proposer un nouveau modèle de tableau de financement sous la forme d'un tableau de flux de trésorerie. Ce règlement, approuvé par le Collège de l'Autorité des normes comptables en novembre 2022, donc il y a quelques mois, devrait être homologué dans le courant 2023. Est-ce que son application sera obligatoire dès les clôtures 2023 ? Non, Hélène, l'ANC a souhaité laisser du temps aux entreprises pour évaluer les impacts du règlement, définir les modalités de sa mise en œuvre et adapter leur système d'information. C'est pourquoi la date d'application obligatoire de ce règlement est fixée aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Mais une application anticipée dès 2023 sera toujours possible, sous réserve bien sûr de l'homologation du texte. J'attire cependant l'attention de nos auditeurs sur le fait qu'il ne faut pas sous-estimer le temps nécessaire d'appropriation et de mise en place des changements induits par ce nouveau texte. Les entreprises ne doivent donc pas perdre de temps, commencer à s'intéresser au sujet et examiner les incidences que ces changements pourraient avoir dans leurs comptes sociaux. Alors, avant de nous pencher plus précisément sur ces nouveautés, à qui s'adresse ce texte, Sonia ? Aux entreprises industrielles et commerciales ? Entre autres, mais pas uniquement, il va également concerner les entités qui appliquent un règlement dédié à leurs spécificités sectorielles. Ces entités sont en effet tenues de se référer au plan comptable général pour toutes les opérations qui ne sont pas couvertes par le règlement sectoriel qui leur est applicable. Par exemple, il n'y a aucune disposition particulière sur le résultat exceptionnel dans le règlement sectoriel des sociétés HLM ou celui des associations. Ces entités vont donc devoir se référer à la définition introduite par le nouveau règlement. J'en profite d'ailleurs pour souligner qu'au-delà des comptes sociaux, ce texte aura également des incidences dans les comptes consolidés établis selon le règlement 2020-01. Certes, dans une moindre mesure, en particulier, la définition du résultat exceptionnel devra aussi être appliquée dans les comptes consolidés en l'absence de dispositions spécifiques dans le règlement dédié aux comptes consolidés. Commençons justement par le résultat exceptionnel, qui est la nouveauté la plus emblématique de ce règlement. Aujourd'hui, le plan comptable général ne définit pas le résultat exceptionnel, mais fait référence à cette notion à partir d'une liste de comptes. Ainsi, certaines natures de charges ou de produits seront, conformément à cette liste, à classer directement en résultat exceptionnel. Tout cela va disparaître. Oui, c'est la fin du classement automatique de certaines charges ou produits en résultat courant ou exceptionnel sur la base d'un plan de compte.
Désormais, le classement, donc en résultat courant ou exceptionnel, ne fera appel qu'au jugement, sur la base d'une définition des transactions à comptabiliser en résultat exceptionnel. Si je prends l'exemple du résultat de cession des immobilisations corporelles, aujourd'hui, ce résultat est par nature comptabilisé en résultat exceptionnel, conformément à la liste des comptes actuelle. Dans le nouveau texte, il sera classé soit en résultat courant, soit en résultat exceptionnel en fonction de l'analyse menée par l'entreprise. Donc, pour être inscrit en résultat exceptionnel, Sonia, les produits et les charges devront répondre désormais à des critères précis. Effectivement, les produits et charges à comptabiliser en résultat exceptionnel devront être directement liés à un événement majeur et inhabituel. Par inhabituel, il faut comprendre que l'événement ne relève pas de l'exploitation normale et courante de l'entité. Et pour être encore plus précise, cela signifie que l'événement ne s'est pas produit au cours des derniers exercices et qu'il est peu probable qu'il se reproduise au cours des exercices suivants. Comme je viens de le dire, l'événement doit aussi être majeur, c'est-à-dire suffisamment important pour avoir une incidence sur le jugement des utilisateurs des états financiers, notamment sur la performance de l'entité et sur les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre. Un exemple peut-être pour éclairer la lanterne de nos auditeurs ? Oui, prenons l'exemple d'une entreprise qui décide ponctuellement d'engager une action de mécénat de grande ampleur. L'entreprise n'a jamais réalisé une telle action dans le passé et n'a pas l'intention de la renouveler dans les années à venir. Les coûts liés à ce mécénat seront classés en résultat exceptionnel puisque cette opération est majeure et inhabituelle. En revanche, si l'entreprise engage de manière récurrente des opérations de mécénat, les charges correspondantes devront être comptabilisées en résultat d'exploitation au motif que ces charges perdent leur caractère inhabituel. C'est bien clair. Une définition donc restrictive qui pourrait conduire certaines entreprises à ne plus constater de résultats exceptionnels du tout. Potentiellement oui, Hélène, mais il est difficile de le prédire, d'autant plus que l'on peut aussi envisager que certaines transactions, aujourd'hui comptabilisées en résultat courant, soient désormais classées en résultat exceptionnel, même si a priori cela devrait être plus rare. Il faut également avoir en tête que certaines écritures resteront comptabilisées en résultat exceptionnel par nature. Il s'agit d'une part des écritures purement fiscales, comme les provisions réglementées, et d'autre part des écritures liées à des corrections d'erreurs ou à une charge relative à un changement de méthode comptable enregistrée en résultat pour en assurer sa déductibilité fiscale. On comprend, Sonia, en vous écoutant, que l'appréciation du caractère majeur et inhabituel sera spécifique à chaque entité, à chaque société. Oui, une même transaction pourra être comptabilisée en résultat courant au sein d'une entité et en résultat exceptionnel dans une autre. De même, cette opération exceptionnelle pour une entité ne le sera pas forcément aux bornes des comptes consolidés du groupe auquel elle appartient. Et donc, lors des travaux de consolidation, cela impliquera de réapprécier le caractère majeur et inhabituel des éléments classés en résultat exceptionnel dans les comptes sociaux des entités consolidées et bien sûr de procéder au reclassement éventuel dans les comptes consolidés. Alors, je parle bien sûr ici des comptes consolidés établis en règle française. Pour être plus précise vis-à-vis de nos auditeurs, si un événement majeur et inhabituel survient, quels sont les produits et charges qui seront comptabilisés en résultat exceptionnel dorénavant ? Uniquement, Hélène, les produits et les charges qui n'auraient pas été constatés en l'absence de cet événement. Et c'est un point qui est très important à avoir en tête. Par exemple, aujourd'hui, du fait notamment de la hausse du coût de l'énergie, certaines entreprises préfèrent limiter leur production et se trouvent en situation de sous-activité. Il s'agit d'un événement majeur inhabituel, du moins on peut l'espérer. Toutefois, les charges supportées au cours de cette période, comme les loyers, les charges personnelles, les dotations aux amortissements, l'auraient été indépendamment de cet événement. Donc, conformément à ce nouveau règlement, elles ne peuvent pas être comptabilisées en résultat exceptionnel, même partiellement, et ce même si l'outil de production n'est pas utilisé à hauteur de sa capacité normale. De même, si au titre de cette sous-activité, l'entreprise perçoit une compensation, celle-ci sera comptabilisée en produit d'exploitation en vertu en quelque sorte d'un principe de symétrie. Nous venons de parler des comptes consolidés établis dans le référentiel comptable français. Tournons-nous un instant vers le référentiel comptable international, vers le référentiel IFRS pour être très clair. Dans sa recommandation sur la présentation des états financiers en IFRS, l'autorité des normes comptables fournit une définition du résultat non courant. Il est légitime, Sonia, de se demander si la définition du résultat non courant s'approche de celle du résultat exceptionnel dont nous parlons depuis le début de cet entretien. Oui, elles s'en approchent. Il y a de grandes similitudes entre les deux définitions qui visent toutes les deux
a strictement limité les éléments à classer en résultats non courants en IFRS et en résultats exceptionnels en règle française. On constate donc que les éléments à classer en dehors du résultat courant sont de plus en plus encadrés. Autre nouveauté introduite par le texte sur la modernisation des états financiers, la technique du transfert de charges est enterrée. Aujourd'hui, ou j'ai envie de dire presque hier, ces comptes permettaient de transférer certaines charges, soit à un compte de bilan, soit à un autre compte de charges. Demain, Sonia, avec la suppression de ces comptes, comment les entreprises devront-elles faire ? Alors oui, la technique du transfert de charges, Hélène, difficile à analyser selon les utilisateurs, disparaît en effet. Mais rassurons nos auditeurs, l'autorité des normes comptables propose un traitement comptable alternatif pour les différents cas d'usage qui ont été recensés. Concrètement, quelles sont les opérations visées ici ? Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple, les frais d'émission d'emprunt sont aujourd'hui comptabilisés en charge, puis lorsque ceux-ci sont répartis sur la durée de l'emprunt, transférés à l'actif, au bilan, donc via un compte de transfert de charge. Avec le règlement, ils seront comptabilisés directement au débit du compte de bilan frais d'émission d'emprunt. Et j'en profite pour souligner que ces frais d'émission seront amortis, comme aujourd'hui, mais, et c'est la nouveauté, la dotation sera comptabilisée en résultat financier et non plus en résultat d'exploitation, ce qui est somme toute plus logique. Autre exemple, les refacturations de charges personnelles mises à disposition étaient parfois comptabilisées en transfert de charges, faute de précision dans le plan comptable général. L'ANC a clarifié que ces refacturations doivent être inscrites en produit des activités annexes. En revanche, tous les remboursements reçus directement en compensation de charges personnelles seront quant à eux comptabilisés au crédit d'un compte de charges dédié et viendront minorer par conséquent les charges personnelles du compte de résultat. Un dernier exemple, les indemnités d'assurance perçues dans le cadre d'un litige seront comptabilisées dans un compte de produit dédié. C'est tout à fait clair. Alors, vous venez de nous l'expliquer. Avec ce règlement, le résultat exceptionnel est strictement défini, la technique de transfert de charges est supprimée, l'amortissement des frais d'emprunt sont comptabilisés en résultat financier, vous venez de le dire. Toutes ces nouveautés sont susceptibles de modifier certains agrégats, en premier lieu le résultat d'exploitation, et auront sûrement des conséquences indirectes. Oui, la nouvelle définition du résultat exceptionnel et, dans une moindre mesure, la disparition des transferts de charges auront d'abord des impacts sur la valeur ajoutée. Alors tout d'abord, la valeur ajoutée retenue dans le calcul de plusieurs dispositifs fiscaux, comme le plafonnement de la contribution économique territoriale et la CVAE, uniquement pour les entités qui appliqueraient le règlement par anticipation en 2023, sachant que la CVAE n'aura plus cours en 2024. Ensuite, des impacts sont également à prévoir sur la valeur ajoutée retenue dans le calcul de la participation des salariés. C'est un point important à avoir en tête. Mais les conséquences peuvent être plus larges et une analyse des contrats devra être réalisée avec soin au sein de chaque entreprise. Alors, je pense notamment à certains accords d'intéressement ou aux contrats d'emprunt assortis de covenants. Voire au contrat de certaines rémunérations. Alors, cette modernisation consacre également 2 modèles d'état financier, Sonia. En effet, le règlement ne conserve que 2 modèles de bilan et de compte de résultat, un pour le système de base et un autre pour le système abrégé. Donc les modèles de bilan en liste et après répartition du résultat, les modèles de compte de résultat en tableau, ainsi que les modèles d'état financier du système développé, peu utilisés en pratique, ont été supprimés. Les modèles de compte de résultat du règlement sont bien sûr directement impactés par l'évolution du résultat exceptionnel et la suppression des comptes de transfert de charges. Et on constate également des modifications de forme, de libellé par exemple, qui ont été apportées au modèle de bilan. Donc une simplification, une modernisation. Et au-delà de ces modèles, c'est toute la nomenclature des comptes qui a été revue. Oui, et avec 3 objectifs. Premièrement, la simplifier. L'autorité des normes comptables a notamment supprimé des extensions de comptes qui étaient jugées peu utiles ou obsolètes. Alors, on avait par exemple des sous-comptes de subvention selon que cette subvention provenait de l'État, des régions, des départements, des communes, etc. Ensuite, compléter la nomenclature. Par exemple, il n'existait pas de compte dédié au titre évalué par équivalence dans les comptes sociaux. Un compte spécifique a ainsi été créé. Et enfin, l'actualiser des dispositions du règlement déjà évoqué. En particulier, et fort logiquement, la plupart des comptes de résultats exceptionnels ont été supprimés, tout comme bien sûr les comptes de transfert de charges. En contrepartie, de nouveaux comptes du résultat d'exploitation ont été créés, par exemple un compte de produit de cession d'immobilisation.
Donc un certain nombre de changements à avoir en tête. Dernière nouveauté, la présentation des informations en annexe des comptes évolue. Oui, pour la présentation des informations dans l'annexe, le texte propose des nouveaux modèles de tableaux normés en complément de ceux existants dans le plan comptable général. Ils sont pour la plupart indicatifs et non obligatoires. On trouve par exemple un modèle de tableau pour présenter les informations requises sur les changements de méthode. Et comme je l'ai déjà indiqué, l'autorité des normes comptables encourage les entreprises concernées à présenter le tableau de financement sous forme d'un tableau de flux de trésorerie. Je précise enfin que pour faciliter la préparation des états financiers, toutes les dispositions relatives aux informations à fournir en annexe seront désormais regroupées dans un chapitre dédié dans le plan comptable général. Alors, ce tour d'horizon ne serait pas complet, Sonia, sans les modalités de première application. Qu'est-ce qui a été prévu à cet égard ? L'ANC a prévu des modalités de première application pragmatiques puisque les dispositions du règlement s'appliqueront de manière prospective, sauf en matière de présentation. En d'autres termes, on examine uniquement les opérations qui surviennent à partir de l'année d'application du règlement. Cela signifie par exemple que le résultat exceptionnel de l'exercice comparatif ne sera pas modifié. En revanche, le bilan et le compte de résultat comparatif devront être présentés selon le nouveau format des états financiers prescrits par le règlement. Donc, des reclassements au bilan et au compte de résultat de l'exercice comparatif sont à prévoir par les entreprises. Oui, et ces reclassements devraient être plus importants pour celles qui utilisaient un des modèles d'état financier supprimés. Par exemple, les transferts de charges, aujourd'hui inscrits dans une rubrique dédiée du compte de résultat du système développé, seront par simplification reclassés dans la nouvelle rubrique reprise sur amortissement, dépréciation et amortissement. Quant au résultat exceptionnel, il sera agrégé sur 2 rubriques, produits exceptionnels et charges exceptionnelles, les 2 seules rubriques à être conservées sur la face du compte de résultat. Au bilan, les avancées à compte sur immobilisation corporelle, si je prends cet exemple, seront à reclasser dans la rubrique des immobilisations en cours. Est-ce à dire, Sonia, que l'intangibilité du bilan d'ouverture, un grand principe de la comptabilité française, est remise en cause ? Non, Hélène. Si l'entreprise doit modifier la présentation de son bilan comparatif, elle présentera en annexe le bilan tel qu'arrêté et publié au titre de l'exercice précédent en expliquant les changements. Et il en serait de même pour le compte de résultat. Enfin, les sociétés qui opteraient pour la présentation en annexe d'un tableau de flux de trésorerie, elles pourront le faire sans comparatif lors du premier exercice de présentation. L'application, on peut imaginer, de ce nouveau règlement doit faire l'objet d'une mention dédiée dans les états financiers lors de la première application. Oui, Hélène, l'adoption du règlement ANC 2022-06 constitue un changement de méthode comptable dont il conviendra de faire explicitement mention dans l'annexe des états financiers. Alors, après ce tour d'horizon, quels conseils pratiques pouvez-vous prodiguer aux entreprises pour se préparer à ce nouveau texte ? En premier lieu, il faut bien sûr adapter les logiciels comptables pour faire évoluer la présentation des états financiers et le plan de compte et donc se rapprocher de son éditeur. C'est aussi le bon moment de repenser les informations fournies en annexe en s'inspirant des propositions de présentation du nouveau règlement. Il faudra bien sûr mettre à jour les manuels comptables et prévoir des grilles d'analyse afin de faciliter la mise en œuvre de la définition du résultat exceptionnel. Comme nous l'avons déjà souligné, il est également important d'identifier les accords fondés sur des agrégats comptables, d'apprécier les impacts du règlement sur ces agrégats et prévoir de renégocier ces accords si nécessaire. Enfin, il conviendra sans doute de veiller à la communication financière, notamment si la performance de l'entreprise, en l'occurrence son résultat d'exploitation, est fortement impactée par la définition du résultat exceptionnel. Sonia Moulinier, un grand merci pour vos éclairages. Les entreprises ont donc un peu moins de 2 ans pour se préparer à ce nouveau règlement, pour faire évoluer leur système d'information et analyser les impacts de ce texte sur la participation des salariés ou sur l'ensemble de leur contrat. Elles n'ont donc pas de temps à perdre. Cette émission touche à sa fin, nous espérons qu'elle vous a plu et nous vous retrouvons avec grand plaisir pour une nouvelle matinale le 4 mai prochain. Et oui, une fois n'est pas coutume, ce sera le premier jeudi du mois. À bientôt sur les ondes. Les matinales de KPMG.